Bonjour chers amis, donc nous allons aborder aujourd'hui, à la suite de notre discussion sur Spinoza, le sujet Spinoza et la Bible. Alors une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas, nous allons présenter ici un texte que notre ami Alexis Lacroix va avoir le plaisir de nous lire, des extraits de Spinoza qui ne sont pas non plus, qui ne sont pas très connus, n'est-ce pas? Je dirais peut-être même les moins connus. En effet, au fond de Spinoza et de ses rapports avec la Bible, on retient en général, n'est-ce pas, cher François, on retient une lecture critique, essentiellement, et en particulier un rejet définitif de la religion et de la Bible. C'est ça qu'on croit savoir de Spinoza. Mais vous allez l'entendre, grâce à notre ami Alexis Lacroix, il existe aussi un autre Spinoza qui tire une leçon de la religion à travers le modèle de l'étude de l'état des Hébreux. Et donc, je vous laisse la parole, cher En effet, Blandine Kriégel, de la République des Hébreux, depuis le règne de Moïse jusqu'à l'élection des rois, valeur supérieure du régime. Ce régime, s'il ne saurait tel quel servir de modèle dans notre temps, n'en offre pas moins certains traits fort instructifs et dont seraient pris en détail nombre d'utiles exemples. Auguste persuada aux Romains qu'il descendait d'Énée, c'est-à-dire d'un héros que l'on croyait fils de Vénus et que l'on comptait au nombre des divinités. Les Perses ont rendu à leur roi un culte divin. Les Hébreux, eux, une fois sortis d'Égypte, n'étaient plus astreints à respecter la législation d'aucune population étrangère. Il leur était loisible d'instituer des lois nouvelles, ce fut librement que tous transférèrent ensemble leurs droits dans les termes d'un pacte. Seul Dieu fut désormais leur chef politique et les articles de la foi n'étaient pas des enseignements, mais un code juridique et une liste de commandements. L'État des Hébreux, pour cette raison, put être appelé une théocratie. Cette caractérisation du régime était plus symbolique que véritablement réelle. La collectivité des Hébreux conserva son droit politique sans réserve. Chacun des Hébreux ne transféra son droit à personne en particulier, mais tous, à la manière des membres d'une démocratie, en firent un égal abandon. Ils restèrent donc rigoureusement égaux. Par un deuxième pacte, les Hébreux transférèrent à Moïse leurs droits. Après sa mort, Moïse ne laissa à personne la disposition d'une puissance aussi considérable. L'État qu'il légua comportait le droit d'interpréter les lois et de communiquer les réponses de Dieu, appartenait à un dignitaire, mais le droit et la puissance active d'administrer l'État à un autre, le grand pontife, avec le droit d'interpréter les lois et de communiquer les réponses de Dieu, mais il n'était pas juge. Au contraire, le chef militaire suprême ou les assemblées politiques administraient l'État, mais ne pouvaient exercer la loi. Les tribus étaient simples membres d'une fédération, leur situation était analogue à celle des hautes puissances des États de l'Union néerlandais. Le but final de l'instauration d'un régime politique n'est ni la domination, ni la répression des hommes, ni leur soumission au joug d'un autre. Ce à quoi l'on vise, c'est à libérer l'individu de la crainte, de sorte que chacun vive en sécurité. Bref, le but de l'organisation en société, c'est la liberté. Une autorité politique exercerait donc un règne de violence extrême si elle refusait à l'individu le droit de penser, le droit d'enseigner ce qu'il pense. Merci beaucoup, cher Alexis. Vous avez vu, c'est un texte long, n'est-ce pas, mais évidemment extrêmement dense. Nous allons essayer d'expliciter. Et issu, on a oublié de le dire, mais des chapitres donc 17, 18 et 19 du traité théologico-politique. Parfaitement. Alors aujourd'hui, donc, nous allons traiter, si vous le voulez bien, tous les quatre, Spinoza, la Bible et la liberté d'expression, avec le doyen François Guéry, philosophe, avec l'historien Alexandre Adler, et bien entendu, avec vous, Alexis, directeur du journal, qui venait de nous lire ce texte. Alors, quelques mots, évidemment, sur ce texte, si vous le voulez bien. Eh bien, après une critique de la religion, dont on ne peut pas dire qu'elle n'était pas très dure, n'est-ce pas, de Spinoza, puisque, en fait, il estimait que, au fond, toutes les cérémonies religieuses étaient susceptibles d'être relativisées, que la Bible devait être interprétée comme tous les autres livres, par la philologie et l'histoire, et surtout que finalement les valeurs religieuses qu'on trouvait dans la Bible, c'est-à-dire qu'il résumait par la phrase commune à Hillel et à Jésus « Aime ton prochain comme toi-même », la charité et la justice pouvaient être trouvées par la raison autant que par la foi. Alors donc, les positions de Spinoza en son temps, en 1670, ont provoqué un grand scandale, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'après la critique de la religion qu'on trouve chez lui, sur laquelle nous ne nous étendons pas, eh bien, il y a aussi, estime Spinoza, une leçon
de la religion, et une leçon qui est tout à fait fondamentale, puisqu'il va s'appuyer pour la tirer sur le modèle de l'État des Hébreux, n'est-ce pas, dont il dit qu'il au fond, il nous donne d'utiles exemples qu'on devrait consulter, et au fond, cette leçon de la religion, eh bien, quelle est-elle? Et que tire-t-il du modèle de l'État des Hébreux? D'abord, une différence avec, finalement, la conception du pouvoir politique qu'on trouve chez les empereurs romains, n'est-ce pas? Alors, Auguste, et c'est aussi ailleurs Alexandre, ou les Perses, c'est-à-dire la divinisation, n'est-ce pas, du pouvoir politique. Et auquel il oppose, au fond, la façon dont les États des Hébreux ont conçu leur politique, c'est-à-dire par un pacte d'alliance, et par lequel, au fond, ils fondent la politique non pas sur la divinisation d'un homme, mais, car seul Dieu, si vous voulez, est Dieu, n'est-ce pas, mais sur, en fait, la loi, sur l'obéissance aux lois qui sont et qu'ils acceptent d'observer par la loi. Donc, un pacte, n'est-ce pas, avec Dieu, et un pacte, alors là, Spinoza n'est pas original, mais, et le modèle des États des Hébreux n'est pas non plus original, puisque au XVIIe siècle, n'est-ce pas, de Hobbes jusqu'à Bossuet, au fond, toute la pensée politique du XVIIe siècle essaye de tirer, selon le mot de Bossuet, une politique de l'écriture sainte, mais là où il est original, c'est que son pacte est un pacte d'association démocratique, et c'est ce qu'il tire de ce modèle de l'État républicain, de la période républicaine des Hébreux, et aussi un modèle où le pouvoir souverain, eh bien, en fait, est divisé parce que il y a une séparation des pouvoirs. Comme vous nous l'avez lu, Alexis, vous voyez que selon Spinoza, n'est-ce pas, le pouvoir dans l'État républicain des Hébreux est divisé entre les pontifes qui disent la loi, qui la présentent devant l'Assemblée du peuple d'un côté, et puis le pouvoir, qu'on appellera plus tard le pouvoir exécutif, des chefs des tribus, des princes, qui, eux, appliquent la loi, mais qui n'ont pas de pouvoir législatif. Et il ajoute même qu'il y a un fédéralisme dans ce modèle qui le rapproche du fédéralisme des Provinces-Unies. Autrement dit, eh bien, en fait, un modèle absolument dont il estime qu'il doit être utilisé pour construire une politique moderne. Ajoutons, et c'est le dernier point qui est très important, c'est qu'il est nécessaire, n'est-ce pas, pour que, au fond, ce pacte soit véritablement, comment dire, cohérent avec les aspirations de l'homme, eh bien, qu'il ne soit pas simplement un pacte pour la sûreté, comme l'avait demandé Hobbes dans le Léviathan, mais qu'il soit un pacte qui institue également la liberté de penser, parce que les hommes, n'est-ce pas, non seulement doivent vivre, mais ils doivent aussi penser. Donc, vous voyez, de nombreuses questions, n'est-ce pas, de nombreuses questions, et c'est ces questions que je voudrais vous poser les uns et les autres, pour, au fond, essayer de mesurer l'actualité de ce schéma spinoziste, qui paraît complexe, mais qui n'est peut-être pas tant que ça. Alors, première question, c'est à vous que je la pose, cher Alexandre Adler. Comment expliquez-vous, au fond, une contradiction qui est en même temps un paradoxe, n'est-ce pas, que nous rencontrons chez Spinoza? On le tient pour un des grands penseurs de la sécularisation, n'est-ce pas, j'allais même presque dire laïcisation de la politique, puisqu'il veut remettre, au fond, le droit de discuter des choses sacrées à l'État, et, au fond, sa recommandation de s'inspirer en politique d'une leçon de la Bible. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, du rôle de la Bible au XVIIe siècle ou encore aujourd'hui? Je dirais que dans l'histoire des grands penseurs juifs, il y a deux vrais grands humoristes. Il y a d'abord Kafka, qui ne fait pas rire tout le monde, mais qui est un grand humoriste. Et avant lui, il y a Spinoza, évidemment. C'est-à-dire qu'il prend un malin plaisir à nous surprendre. Et on croyait comprendre, et ben non, on n'avait rien compris, parce que, tac, il a pris un tournant imprévu, et c'est parti, la voiture est partie dans l'autre sens. Et en effet, au fond, ce que l'on peut dire, c'est que ce qui est peut-être le moins original chez Spinoza, c'est ce qui a fait hurler pendant toute une époque tous les cagots de la Terre, et ça a continué,
Mais c'est pas le plus original, puisque au fond, critiquer l'écriture, d'autres avant lui. L'autre, et tout le monde le fait à cette époque. Et certains le font d'ailleurs de manière plus subtile que d'autres. Spinoza est certainement un des plus subtils, mais il est un des plus inattendus. Pourquoi? Eh bien, parce que finalement, après avoir déconstruit, comme on dirait aujourd'hui, mis à plat l'ensemble de l'écriture sainte, et invité à le faire avec des méthodes critiques radicales, mais qui ne sont pas originales. Richard Simon, par exemple, oratorien et mauvais esprit par excellence, et bien sûr Jean Mabillon, auquel vous avez consacré, Blandine, votre thèse et une grande partie de votre pensée dans l'exploration du XVIIe siècle, sont tout aussi originaux à leur manière. Hobbes, qui dit la même chose, qui dit que Moïse n'est pas l'auteur du Pentateuque. Bien entendu, et ça c'est une chose qui date déjà de l'Espagne médiévale. Bon. Bref, tout cela, effectivement, on peut trouver... Qu'est-ce qu'il a d'original? Alors, justement, on l'attend là. Eh bien, ce qui est absolument original, c'est l'idée qu'une fois dépousseté et époussiéré le problème, il n'en est que plus radical. Puisque, en fait, ce que dit Spinoza, c'est qu'il y a, en réalité, déjà en gestation, dans l'écriture sainte, il n'est pas dans l'écriture sainte critiquée, non, dans l'écriture elle-même, si on la lit bien comme il faut, il y a un projet absolument radical d'émancipation dont les prodromes sont dans la pensée juive, mais qui se retrouvent ensuite dans la pensée hollandaise républicaine et vont se trouver encore. Ajoutons même que, puisqu'on va, mais il ne le défend pas, mais évidemment, il ne se gênerait absolument pas pour le dire, hommes et femmes doivent faire partie ensemble de la République, puisque qui sont les deux premiers juges? C'est Barak et Déborah. C'est-à-dire un couple, alors je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils fussent amants d'ailleurs, mais c'est Déborah, la prophétesse, qui associe Barak, et c'est les premiers juges. Donc, ça, c'est vous qui le dites, cher Alexandre. Ah oui, c'est moi qui le dis, ça c'est sûr. Ça, c'est vous qui le dites, mais c'est pas Spinoza, parce qu'il n'était pas très généreux avec les femmes. Il n'aimait pas les femmes parce qu'il pensait qu'elles étaient trop fortes. Mais cela dit, si je l'avais provoqué, Spinoza, après tout, et je lui avais dit, alors qu'est-ce que vous en pensez de Barak et de Déborah? Mais oui, il m'a dit, hommes et femmes. Et c'est évident que c'est contenu dans la pensée même, le radicalisme de cette pensée. Bon, alors venons-en maintenant à une autre innovation extraordinaire de Spinoza. C'est comme ça qu'on a eu Golda Meir, quand même. Dieu sait que ça nous a fait mal. Une autre innovation de Spinoza, c'est au fond la liberté de penser. La liberté de penser. Alors, bien entendu, avant lui, Guillaume d'Orange, Henri IV, l'empereur Rodolphe, au fond, tous ces souverains ont voulu instituer un minimum de tolérance pour qu'on cesse, n'est-ce pas, comme on l'avait fait au XVIe siècle, de s'étriper. Il faut se rappeler qu'en France, il n'y a eu pas moins de 8 guerres de religion entre chrétiens. Donc, comment faire pour instituer cette tolérance? Comment, au fond, faire progresser la liberté de penser? Ça, c'est le grand, au fond, problème qui est posé cette fois à la fin du XVIIe siècle. Et alors, François, je vous pose la question, n'est-ce pas? Que pensez-vous, au fond, de l'idée de Spinoza, qu'il reprend d'abord à Grotius, c'est que pour instituer cette liberté de pensée, il faut se tourner plutôt vers la puissance publique, qu'il faut que les églises n'aient pas de pouvoir public. Et d'autre part, que pensez-vous de son idée que la liberté de pensée est au moins aussi importante que le droit à la sûreté qu'avait déjà défendu Hobbes? Je vous écoute, François. Alors, pour la liberté de penser, elle est effectivement traitée à la fin du texte, si on veut s'appuyer sur ce texte, qui est, il y a d'autres choses que vous auriez voulu dire, mais je vous pose la question sur la liberté de penser. Donc, une autorité politique exercerait donc un règne de violence extrême si elle refusait à l'individu le droit de penser, d'enseigner ce qu'il pense. Donc, la question est de savoir quel rapport entretient l'organisation politique avec la nature des hommes. Or, cette nature des hommes, qu'on ne peut pas, d'ailleurs, contrarier. On ne peut pas la contrarier. On peut la réprimer comme on voudra, mais on ne peut pas la contrarier. La nature de l'homme, c'est l'impulsion à vivre, un conatus, mais l'usage de la raison, du raisonnement. Donc,
on ne peut pas imaginer qu'un régime politique accomplisse la nature de l'homme, ce qui est le but d'une organisation. D'une bonne organisation. Oui, enfin, bien sûr, oui. Alors, si on donne à la politique son sens noble, et qui n'est pas naturellement une tyrannie, une torture des citoyens, etc. Donc, le but de l'organisation politique, c'est que s'accomplisse au mieux cette nature de chacun qui, à l'état de nature, et alors c'est là le point, état de nature, état civil ou état politique, à l'état de nature, les droits de chacun se contredisent. C'est la guerre de tous contre tous, comme avait dit Hobbes. Oui, bon, c'est ainsi que Spinoza, comme Hobbes, le voit. Là, pour l'instant, il n'y a pas de différence fondamentale. Et donc, le droit de penser, de s'exprimer, de raisonner librement fait partie on pourrait dire, des performances d'une organisation politique. Alors qu'évidemment, une organisation religieuse, c'est différent. C'est différent. Et d'ailleurs, elle ne repose pas, si on veut, sur le même critère. Alors, je crois qu'il faut quand même faire la différence entre une fonction minimale, si je puis dire, de l'organisation politique et une fonction optimale. Une fonction minimale, c'est de rassurer, la sûreté. Retirer la peur, donc retirer les passions qui brident la nature humaine, comme chez Hobbes d'ailleurs. Mais il y a évidemment quelque chose de plus, puisque Hobbes ne dit pas que l'organisation politique est censée favoriser chez l'homme l'usage de la raison. Il estime que ça suffit déjà qu'ils soient rassurés et que donc la sécurité de leur vie mortelle soit autant qu'il est possible confirmée. Ce n'est pas le cas de Spinoza, puisqu'il pense que dans la nature de l'homme, donc, il y a pensée. Oui, juste une insiste pour dire que, effectivement, pour Hobbes, la nature humaine repose essentiellement sur la crainte, n'est-ce pas? Alors que ce n'est pas le cas chez Spinoza. Il a une autre... si, aussi, puisque mais pas seulement. Cet homme qui raisonne est néanmoins mortel. Oui, mais il ne repose pas seulement sur la crainte. D'accord. Alors moi, ce que je dirais quand même, parce que ce texte est effectivement, l'ensemble du TTP est assez fascinant à cause d'une actualité française, pas une actualité mondiale, une actualité française. Nous avons actuellement un problème avec la subordination des autorités religieuses, n'entrons pas dans plus de détails, à l'autorité politique, à la République française. Bon. Et on a d'un autre côté ce problème d'une pleine liberté d'expression qui s'est manifestée par des tueries répugnantes, parce que précisément cette liberté d'expression a été posée comme quelque chose, comme un droit fondamental. Donc au fond, on lit Spinoza comme le commentateur de notre actualité française républicaine qui met le doigt sur les deux points fondamentaux. Une religion qui ne veut pas se soumettre au pouvoir politique est une religion qui veut prendre le pouvoir. C'est ce qu'il écrit, et c'est d'ailleurs prodigieux. D'un autre côté, la pleine et entière liberté d'expression, y compris contre une religion et son sectarisme, est quelque chose qui fait partie des droits fondamentaux dans une république. Écoutez, merci. Vous ôtez le pain de la bouche peut-être à notre ami Alexis, parce que je voulais lui demander, n'est-ce pas, si dans le débat d'aujourd'hui, évidemment très vif sur la liberté d'expression, eh bien, on doit tenir compte, n'est-ce pas, de la lecture, des recommandations de Spinoza. D'abord, la première, c'est que, en fait, si on veut mettre fin aux luttes inexpiables des différentes confessions, parce que dans une société, et en particulier c'est vrai dans une société moderne, différentes confessions doivent vivre ensemble, doivent coexister. Est-ce que c'est bien à l'État, au fond, d'arbitrer, n'est-ce pas, leur coexistence? Et deuxième question, eh bien, est-ce que, en vérité, vous trouvez que cette conception, n'est-ce pas, qui n'est pas partagée par tout le monde, a une actualité aujourd'hui, Alexis? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, oui, bien sûr. Alors, ce sont des questions fondamentales, mais qui sont très actuelles. Il y a des résonances absolument évidentes de la pensée. Comme vient de le dire François. Et notamment, comme vient de le dire François, on peut même penser, osons-le, que, confronté à la situation que nous vivons en France depuis, on va dire, 2015, pour faire vite, Spinoza eût été Charlie. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis Charlie, comme avait dit Clooney. Il eût été Charlie, il aurait été conséquent avec lui-même, il aurait défendu, bien sûr, comme étant un droit fondamental des républiques démocratiques, le droit au blasphème. Oui, ça c'est sûr, dans le cadre de la liberté de conscience et d'expression, du respect de la liberté de conscience et d'expression. Néanmoins, le texte qu'on a lu va peut-être un tout petit peu plus loin que cette proclamation d'intention. Il est aussi une réflexion sur la force, la validité de certains modèles de la République contre d'autres. Et on pense notamment
à l'appui inespéré qu'apporte le célèbre marin hollandais polisseur de verre, auquel vous avez consacré un si beau livre, Blandine Kriegel, L'autre voie, merci beaucoup, au modèle français. À ce modèle français qui aujourd'hui apparaît aux yeux de tels ou tels éditorialistes américains politiquement corrects comme dépassé. Eh ben non, si on lit Spinoza, on se rend compte que ce modèle-là, le modèle de la neutralité de l'État, censé assurer justement une coexistence qui n'est pas une coexistence, si vous voulez, avec l'affichage des identités, mais au contraire leur rétraction dans l'espace public, ça c'est un modèle qui est profondément dans le droit fil du texte que nous avons lu et de la pensée de Et vous ne pensez pas si bien dire sur le plan historique, puisqu'il y a une alliance qui n'a été rompue que par cet imbécile de Louis XIV et tardivement, entre la République des Provinces-Unies et la France. Absolument. Et qu'il y a toujours eu, notamment pour Henri IV, une ambition d'être et Richelieu l'a suivi là-dessus, sur ce plan, le protecteur des libertés hollandaises. Et si, par exemple, la Hollande, pour des raisons aussi de calcul politique, n'a jamais persécuté le catholicisme, qui restait minoritaire dans les Provinces-Unies, mais une religion parfaitement tolérée, c'est sur le modèle français d'Henri IV. Et de la même façon, à l'inverse, Henri IV s'est inspiré de tout le mouvement, justement, dans l'édit de Nantes, des intellectuels français qui ont été véritablement fait le coup de poing pour la République hollandaise, pour faire l'édit de Nantes, effectivement, et pour créer la tolérance comme un élément d'organisation de la vie politique. Vous posez votre question. D'où, à tous, n'est-ce pas, jusqu'où la liberté d'expression, selon vous? Parce Alors, que, c'est une question importante. Oui, et justement, oui. si vous voulez, je suggérais comme ça, pour faire des rapprochements avec l'actualité, que Spinoza, conséquent avec lui-même, aurait été Charlie. Oui, ça je pense qu'il aurait été Charlie. En revanche, là on va faire de la politique fiction, mais c'est intéressant. Si on trace la ligne qu'il définit, cette neutralité de l'État, la création d'un espace public neutre, c'est pas le modèle anglo-saxon, on peut penser que le marin, le minoritaire qu'il était dans la société hollandaise, par ailleurs tolérante, se serait méfié d'une certaine conception de la laïcité absolument intégriste. Et elle existe aujourd'hui, c'est une réalité, elle existe. C'est-à-dire qu'il y a en France une tentation d'un raidissement de la laïcité, en particulier contre certaines pratiques religieuses qui sont, prenons le Rassemblement national, par exemple, la manière dont le Rassemblement national dénonce très régulièrement les pratiques d'abattage rituel du judaïsme et de l'islam, ça ne fait pas partie de la conception française historique de la laïcité, vous voyez, qui n'est pas une conception anti-religieuse, c'est une conception qui insiste sur la neutralité de l'espace public, mais pas contre les religions. Oui, les salopards qui offrent la soupe de cochon pour montrer qu'il faut être laïque, etc. Riposte laïque. Bien entendu. Mais ça, je pense, Spinoza a sorti quelque chose, c'est Ultimi Barbarorum, les derniers des barbares. Effectivement, il considérait qu'il y avait... Contre les assassins des frères de vie. Et il considérait qu'effectivement, les ennemis de la liberté étaient les derniers des barbares. Et cela, il le pensait dans toutes circonstances. Oui, mais je vais en venir, si vous me permettez, à sa conception même de la liberté. Parce que lui-même explique qu'au fond, il faut laisser entière la liberté de penser, entière, mais que du point de vue de l'action, n'est-ce pas, par exemple, on peut penser qu'on est en désaccord avec un régime politique et avec des lois. On a le droit, et même le droit de l'écrire, estime Spinoza. En revanche, on n'a pas le droit d'agir, n'est-ce pas, selon lui, contre les lois de la République. Mais c'est l'essence de la République. D'ailleurs, on a eu, et là je fais un autre rapprochement d'actualité, mais qui est intéressant. On a eu, il y a 2 ans, une insurrection populaire, légitime par ailleurs, mais qui s'appelait les Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes ont commencé gentiment. Et au fur et à mesure, il y a eu une extrémisation d'une partie du mouvement. Ils étaient prêts de prendre l'Élysée, de prendre l'Élysée. Ça, si vous voulez, une opposition qui termine dans une tentative, en quelque sorte, qu'on le veuille ou non, de coup de poing contre les institutions de la République démocratique, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est extérieur au républicanisme d'un Spinoza. Oui. Et François, qu'est-ce que vous en diriez ? Oui, je pense que quelqu'un qui va contre l'État va contre la liberté des citoyens. C'est pas compliqué. Si l'État est posé, un bon État, avec un bon régime, posé comme ce qui permet aux citoyens d'être libres, ceux qui vont contre l'État vont contre cette liberté, d'où son idée que je trouve étonnante. C'est qu'on ne peut pas faire, en quelque sorte,
de poids, de mesure, ou enfin équilibrer les choses et dire qu'après tout, une religion peut être hostile à un certain type d'État, par exemple laïque. Lui, il dit, une religion qui est montée contre l'État veut le pouvoir. Oui, parfaitement. Veut le pouvoir. Mais alors, vous avez les uns et les autres, et je trouve très justement montré qu'il y a d'une certaine façon un commentaire extraordinairement actuel de ce qu'est la sécularisation dans un pays comme la France, c'est-à-dire la sécularisation laïque. Mais alors, il y a d'autres formes de sécularisation. Il y a par exemple les sécularisations qui ont débouché sur un communautarisme, comme dans les pays anglo-saxons. Alors, que dites-vous et qui n'ont pas du tout, qui défendent par exemple des droits culturels, n'est-ce pas, qui seraient... Que pensez-vous de cela, je pense que ce n'est pas le modèle français. Je pense que dans le texte de Spinoza, on ne va pas vers ça. Néanmoins, quand même, un petit codicile. Il était hollandais. Or, la Hollande, aujourd'hui, était elle-même dans une hésitation. Vous savez bien que le modèle de la coexistence sur la base de la tolérance, qui est si important dans le modèle des Provinces-Unies, c'est un modèle qui peut être, en tout cas jugé par certains, compatible avec ce modèle de la sécularisation à l'anglo-saxonne, davantage qu'avec le modèle de la laïcité à la française. C'est tout à fait vrai. Hein, voilà. Et François ? Je pense que l'idée qu'on devrait, au fond, aller jusqu'à exclure les religions par laïcité n'est pas correcte. Non, parce que dans la nature de l'homme, il y a aussi l'imagination, il y a aussi l'espoir, il y a aussi la foi, crainte, il y a aussi la croyance. Donc la religion remplit une fonction humaine. Et toi, un dernier mot, Alexandre ? Rosa Luxembourg, juste avant de mourir, a dit une chose extraordinaire qui était le désaveu de toutes les bêtises que le mouvement communiste était en train de faire. Il dit la liberté, c'est toujours la liberté des autres, celle avec laquelle on n'est pas d'accord. Sinon, ce n'est pas la liberté. Et en mourant, eh bien, elle a rendu un service extraordinaire à cette idée-là du pluralisme et de la liberté de conscience. Bon, merci beaucoup. Merci. À bientôt.